puis crac, c'est la guerre, un couple angevin pendant la Grande Guerre. C'est l'échange épistolaire d'un couple angevin durant la Première Guerre mondiale. Le fond est conservé ici, avec les lettres, aux archives départementales de Maine-et-Loire. C'est un ouvrage réalisé à partir de documents qui sont conservés ici, en archives privées. Je suis très émue et honorée de lire ce texte aujourd'hui, car la dite correspondance est celle de mes arrière-arrière-grands-parents. Je dédicace donc cette lecture à mon grand-père, Louis Tarot, qui a coécrit Puis crac, c'est la guerre. Dans les premiers temps de sa présence au front, Jean affecte une indifférence aux conditions matérielles qui doit rassurer sa Pauline. Il dit apprécier de dormir sur de la paille et fanfaronne « Tu ferais bien de t'en procurer pour mon retour ». 20 janvier 1915. Et se félicite de la surpopulation des cantonnements. Nous couchons à une vingtaine dans la même écurie. Nous sommes presque les uns sur les autres, comme cela, on n'a pas trop froid. 6 novembre 1914. Mais son journal révèle que les choses sont moins simples puisque le 24, il écrit « La nuit s'est passée assez froidement, n'ayant pas assez de paille sur moi. Je suis heureux quand arrive le jour de pouvoir me réchauffer un peu. » C'est bien sûr dans les tranchées elles-mêmes, que Jean ne fréquente pas, que les conditions matérielles sont les plus rudes. Les affrontant dans l'arrière-front, Jean a conscience que les conditions qu'il subit sont moins dures qu'en première ligne. Il va geler très fort. Que je me trouve heureux d'avoir notre pauvre caverne en pensant à ceux qui sont dans les tranchées et postes d'écoute. 27 novembre 1915. Dans sa position, il a le loisir d'aménager ses conditions de vie et il montre dans sa messagerie comment il se prépare à affronter les rigueurs du climat en construisant la cagnat qu'il partage avec ses camarades. C'est de surcroît dans ce rôle qu'il est le plus adapté et à même d'exercer ses compétences et son talent. Son savoir-faire de menuisier est fort utile dans la construction, l'entretien et l'équipement de l'abri. Cela lui donne un rôle qui le valorise. On me réclame de tous côtés, se réjouit-il en janvier 1918. Il s'y décrit bien protégé des premiers assauts de l'hiver en octobre 1915. Nous sommes là-dedans comme des princes, et même les sous-officiers en sont jaloux. Ils sont venus la voir et ils ont été unanimes à dire que, comme installation, c'est nous les coqs, et ils ont raison. Nous ne demandons qu'une chose, c'est passer l'hiver à cet endroit, et nous ne serons pas malheureux. Des femmes engagées dans la Grande Guerre. L'Union des femmes de France. C'est un hommage aux infirmières bénévoles de l'Union des femmes de France lors de la Première Guerre mondiale, avec notamment la création de l'hôpital 102 à Angers, qui deviendra par la suite la Croix-Rouge française. Pourquoi je l'ai choisi ? Pour l'aspect historique. Il ne faut pas oublier que la Croix-Rouge existe toujours et œuvre dans le monde entier. Puis pour l'aspect esthétique, à cause des illustrations et du format de la brochure. Quel est l'intérêt ? Le devoir et transmission de la mémoire. L'éducation des femmes à l'hygiène et aux bases de la médecine. L'UFF s'illustre par sa prise d'initiative, notamment dans l'éducation dispensée aux femmes. L'instruction s'attache surtout à l'enseignement des principes d'hygiène et aux rudiments de la médecine. Ce savoir ouvre de nouvelles portes aux jeunes femmes. Elles peuvent ainsi travailler comme infirmières dans les hôpitaux auxiliaires en temps de guerre. Éduquer les femmes et les jeunes filles revalorise le travail professionnel féminin. On leur reconnaît une place dans le domaine médical, jusqu'alors largement masculin, duquel elles étaient écartées. En 1907, se formalise l'enseignement au travers de cours réguliers et d'une mise en pratique avec des stages. Les cours pratiques se composent de conférences sur la petite chirurgie, l'hygiène, le soin aux malades et la pharmacie. En 1914, la réputation des infirmières n'est plus à faire. En février, certaines infirmières formées par l'UFF rejoignent même des hôpitaux militaires temporaires à la demande de l'autorité militaire qui reconnaît chez ces femmes de précieux alliés.
En temps de guerre, le besoin en infirmières est urgent. Chaque élève ayant servi depuis au moins 6 mois passe alors un examen et obtient son diplôme au titre de guerre. En 1914, 38 infirmières sont diplômées et prêtes à travailler dans l'hôpital auxiliaire 102 qui ouvre dès les premiers jours de la mobilisation. Après le conflit, le dévouement et le travail extraordinaire accompli par ces femmes est vivement salué et massivement récompensé pour leur service rendu à la patrie. Qu'est-ce que ça raconte? Il aborde la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage témoigne des actions menées par la résistance française face à l'occupation allemande en Anjou. J'ai sélectionné cet ouvrage car j'ai toujours été intéressé par la découverte d'histoires de guerre. C'était la première fois que je découvrais des informations concernant la Seconde Guerre mondiale dans notre département, qui est le Maine-et-Loire. J'ai été marqué par certaines images de soldats allemands paradant dans les rues que nous fréquentons aujourd'hui. Cela paraît à la fois si loin, mais à la fois si proche. J'ai également été ébahi par l'âge parfois très jeune des résistants et la cruauté des soldats allemands quand ces jeunes se faisaient prendre. J'ai découvert que des résistants ont été fusillés à Belle-Beille, un quartier que j'ai tant fréquenté, ne me doutant point de la lourdeur de son passé. Par ailleurs, j'ai aimé qu'on valorise l'implication des femmes dans la résistance et leur force dans ce milieu dont j'avais une image très masculine. Cet ouvrage représente pour moi la mémoire de ces femmes et de ces hommes qui ont donné un espoir du retour de la nation française et qui ont refusé le fascisme, souvent au péril de leur vie. Ce texte est un devoir de mémoire pour nous, notre société actuelle et pour l'avenir. Robert-André Déhan, résistant et témoin. Né le 6 novembre 1922 à Angers, où sa mère, Germaine Déhan, est modiste, place Louis de Romain, il est élève au collège Chevrolier, puis au lycée David d'Angers. Lors de l'année scolaire 1940-1941, il passe la seconde partie de son baccalauréat. L'année suivante, il suit les cours des facultés de droit et de lettres à l'Université catholique, à Angers. Jeune homme sensible et doué, il a été très tôt attentif aux événements qui déchirent l'Europe, notamment la guerre d'Espagne dont la brutalité le révolte. L'arrivée des Allemands dans Angers le révulse et il l'exprime dans un poème spontané et brûlant. Ils sont entrés dans la ville. Mais il ne se contente pas d'écrire, il veut agir. Adhérent au Front National, Louis Martin, responsable communiste, le charge de missions de liaison entre Angers, Poitiers et Paris. Il assure également le transport de valises remplies de tracts venant de Paris pour les remettre à Alfred Seguin ou à Victor Bossier. Il est arrêté par la police française le 15 décembre 1941, lors du démantèlement du groupe de Louis Martin. Condamné à mort le 9 septembre 1942 par le tribunal de guerre allemand, siégeant à l'hôtel Continental à Paris, il est fusillé le 5 octobre 1942. Dans le 15e arrondissement, en compagnie de Victor Bossier, Joseph Le Breton, Désiré Legendre et Alfred Seguin. Avant de mourir, il exprime dans son poème Nevermore sa foi en l'avenir malgré son destin personnel qu'il sait sceller. En 1978, Germaine Claudine Greffier-Déhan, sa mère, publie un recueil de ses textes, poèmes et illustrations sous le titre « Avoir 20 ans en 1942 », qui rassemble l'ensemble de ses écrits avant et pendant son incarcération à la prison de la Santé à Paris, préfacé par Victor Châtenay.